la relation entre le corps et le travail est fondamentale et très ancienne. Une forme d'illusion qui nous a conditionnés depuis, on va dire, ces 50 dernières années, qui est de croire que lorsqu'on est dans une activité tertiaire ou un travail intellectuel, on n'engage pas le corps. C'est l'intuition que peut-être, si on donnait plus de place au corps dans ce travail, ou une autre place, ou si on apprenait à s'en servir autrement, peut-être que cela pourrait apporter de grands changements. Alors, il y a toutes sortes de changements possibles. Il y a des changements peut-être en termes tout simplement de performance, individuelle ou collective. Des changements en termes d'intelligence collective, c'est-à-dire la façon dont on travaille ensemble, dont on se comprend, dont on perçoit, dont on décide. Mais peut-être même des changements encore à d'autres niveaux, c'est-à-dire de même que un autre rapport au corps a transformé la famille, peut-être que cela pourrait transformer l'organisation même du travail, les rapports au travail, la conception de l'autorité, et donc amener à contribuer à ce que ce autour de quoi nous cherchons beaucoup au sein de SOL, c'est-à-dire créer des organisations plus vivantes. Il y a une corrélation entre la façon dont on s'éprouve soi-même et la façon dont on obéit ou pas à d'autres formes de normes ou d'autorité. Comme si, plus on donne de l'importance à ses affects, plus on développe une capacité d'autodétermination. Oui, émotion, motivation, mouvement. C'est-à-dire que pour lui, le mouvement du corps est directement en lien avec la motivation et avec l'émotion sous-jacente, puisque la motivation, en fait, est sous l'influence, entre autres, des émotions. Et puis de l'autre côté, vous voyez, tout ça, ce sont des mouvements quand même. Hein. C'est des mouvements, certes, qui peuvent être cognitifs en particulier, mais enfin, qui sont aussi très incarnés. Donc, conception classique, qui est une conception duelle. Hein. On a un corps récepteur, un corps acteur, hein, qui est la conception qu'on retrouve beaucoup documentée jusqu'à la fin du XXe siècle en psychologie cognitive et en sciences cognitives. Mais c'est vrai que depuis maintenant, on va dire une dizaine d'années, c'est une conception qui a complètement volé en éclats. Et moi, c'est cette conception que je voudrais vous proposer, c'est la conception concurrente, on va dire la conception classique. Avec un objet, s'imaginer quelque chose avec un objet ou une personne, je vais y venir, ça implique au final une simulation de quelque chose qu'on a déjà vécu, une expérience qui est une expérience sensorimotrice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin, si vous voulez, de maintenir une dissociation entre corps et cognition. C'est-à-dire que pour comprendre l'état dans lequel est autrui, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est en colère, ça va impliquer chez vous des expressions faciales que vous allez simuler de manière minime, mais que vous allez faire de la même manière. Vous voyez quelqu'un en colère, au final, alors de manière très fine, mais ça va vous faire contracter les sourcils et écarter un petit peu, froncer un petit peu les muscles de la lèvre. Vous voyez quelqu'un qui est heureux, qui sourit, spontanément, vous allez faire une micro-imitation de ce sourire, et vous allez écarter les lèvres et comprendre au final que cette personne était contente. Dire ici que tous nos états cognitifs, toutes nos expériences psychologiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient langagières, qu'elles soient perceptives, peu importe l'expérience psychologique, elle est sensorimotrice. D'accord ? Elle implique un état qui est un état sensorimoteur. Moi, ce que je voulais vous dire ici, c'est que corps, cognition, environnement, c'est la même chose. Des entités complètement indissociables. Okay. Donc on est obligé de considérer, on va dire, ces trois éléments quand on parle de travail, qu'on parle d'activité humaine, on est obligé de considérer ces trois éléments. On ne peut pas considérer l'activité découplée d'un environnement et découplée d'une personne ou d'un corps. Quand on parle d'activité, on doit considérer les trois. Ce mot qui est pour nous important, l'action, le corps en mouvement. Et comment le corps en mouvement, en fait, vient structurer nos façons de penser et l'espace même dans lequel nous pensons. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter. C'est-à-dire que pour moi, la cognition, avant tout, elle s'inscrit et elle s'incarne dans un corps. Et ce corps, c'est le contexte dans lequel elle s'enracine. Et donc, la cognition est finalement fondée pour moi par les systèmes sensorimoteurs du corps et est fondée sur les systèmes sensorimoteurs du corps. D'accord? Donc, c'est les systèmes sensorimoteurs qui donnent naissance à la cognition, et en même temps que la cognition travaille, elle travaille à partir de ces systèmes sensorimoteurs.
cette affaire étant indissociable. Et de montrer que finalement, ce que nous nommons réalité n'est qu'une construction. Et que cette construction, comme vous avez compris depuis tout à l'heure, elle se base sur nos ressentis corporels et surtout sur notre corps en mouvement. Mettons les individus en mouvement, permettons-leur de changer leur environnement et d'être acteurs de ce changement, et on pourra changer le monde de réalité. La place au corps dans le travail. Notre point de départ, c'est ça. Il y a suffisamment de bénéfices. On employait le mot dans la préparation même de nécessité par rapport à ça. Mais gardons bénéfices. Il y a aussi des freins. Et la question est la question de comment faire. Nous allons l'explorer cet après-midi sous forme de témoignages de pionniers. Des pionniers parlent à d'autres pionniers ou à des bientôt pionniers par rapport à ça. Niveau organisation, c'est comment faire pour que dans les organisations, le corps puisse reprendre une place. Et là, il va y avoir 3 témoins. Donc, on va faire 2 séquences par rapport à ça. Il y a des petites distinctions. On voit bien qu'au niveau de l'individu, ça commence par moi. Moi, le matin, je me lave les dents. Je sais pas vous. C'est très méditatif. Je fais un peu de méditation, mais quand j'arrive à mon boulot, j'en parle pas. Je suis passé par le café, les nouvelles, tout ça, c'est privé. Mais quand même, je peux le faire, et je peux le faire, ça peut être ma pratique individuelle, mais les autres peuvent le savoir. Et ils voient qu'à certains moments, dans une réunion, je ne suis pas absent, je respire plus profondément. Parce qu'ils le savent, je leur ai dit. Donc il y a les choses qu'on fait que les autres ne savent pas, et les choses qu'on fait et que les autres savent. C'est déjà un point d'intégration. Dans le niveau équipe, vous pouvez avoir des équipes où il y a une pratique corporelle occasionnelle. Un séminaire au vert. Alors ça, il y a un round spécial avec un animateur génial, ça dure 2 heures. On s'est bien amusé. Et puis après, on revient dans l'entreprise. Ça, c'est autre chose, les résultats, bref. Les 100 mails, bref. Ça, c'est occasionnel. Et il y a les pratiques régulières. Dans certaines entreprises, j'ai entendu dire, certains managers, ils démarrent certaines réunions par un petit check-in interne proposé à tout le monde en disant « on se pose pendant 1 minute ». Et la variante de ça, on éteint le portable. En plus, on se pose pendant 1 minute. Ça, c'est les variantes régulières ancrées dans une équipe. Après, il y a au niveau de l'organisation, soit les pratiques où l'organisation accepte, avec un peu de bienveillance, mais voilà, genre cours de yoga pendant la pause du repas, payé par le comité d'entreprise. Ce qui est déjà un bon point, parce qu'il y a des gens qui viennent là. Ça, c'est l'organisation qui accepte. Et puis après, il y a l'organisation qui organise ou stimule, en ayant des choses qui sont ancrées, et les signes de l'ancrage sont en général l'espace, un lieu, une salle, ou le temps, c'est dans le temps de travail, ou l'argent, c'est payé par l'entreprise, etc. Donc on voit un peu les différentes gradations, et on espère qu'à travers cet après-midi, vous aurez plein d'inspiration autour de n'importe laquelle de ces espaces. Tout d'abord. Oui. Par rapport à ce modèle-là, Parce que quand on est dans un espace confiné, c'est difficile. Enfin, moi, je me sentais oppressé, surtout quand il est surchauffé. Donc, en fait, toutes les ouvertures, tout ce que vous pouvez voir, vous essayez déjà d'obtenir une perspective et de prendre de l'espace. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de se dire, OK, on a 4 murs, entre 4 murs, mais autour, il y a de l'espace. C'est un immeuble. Autour de l'immeuble, par exemple, chez Leclerc, on est à côté de la Seine. Voilà, donc il y a la Seine pas loin, avec des bateaux qui passent, etc. Et donc, pour se sentir un peu plus dans l'espace et un peu plus libéré, et pas confiné sur soi, on pense à ça. Voilà. Enfin, moi, je pensais à ça. Et je prenais un point de repère au loin. Voilà. Ça, c'était mon premier, on va dire... grand changement. Là. Premier changement. Ouais. Et le deuxième changement, c'est sur l'émotion, où en fait, j'utilisais les soutiens. Donc les soutiens, c'est qui? Ça va être, pour moi, c'est mes enfants et ma femme. On va dire que je sens dans ces moments-là, c'est que j'ai les épaules qui se tendent et la mâchoire qui se tend. Okay. Voilà. Donc déjà, ça c'est le premier signe. Donc, je dirais que c'est la première chose qu'il faut essayer de sentir, c'est à quel moment on bascule en termes d'émotion. Voilà. À quel moment on bascule. Et donc quand on a trouvé ce moment-là, on peut déjà commencer à se dire qu'est-ce que je mets derrière. 3 mois sont passés et puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une espèce de beaucoup trop
enfin, beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer, impossible, beaucoup de mal à gérer les choses, beaucoup de mal à prendre du recul, enfin la tête dans le guidon, quoi. De 8h le matin, 8h le soir, enfin un truc un peu de dingue. Et je me dis, mais comment je peux revenir à une situation où je suis plus moi-même, plus détendu, plus détaché, que je prenne pas les choses pour moi, etc. personnellement. Et donc j'ai repris en fait ce qu'on faisait en séminaire. Donc en fait c'est simple, hein, j'ai mes papiers qu'on avait fait ensemble lors du séminaire, entre le fauteuil et la partie centrale de ma voiture. Et donc Ok. voilà. Et quand j'arrive au bureau, en fait, je me gare au 3e sous-sol, j'éteins tout. Et je prends mon papier et je me le relis et je me recentre. Et voilà. Et je fais ça tous les matins, 5-6 minutes, avant de remonter, comme il le perçoit. Mais moi, c'est une espèce de rétro-planning, en fait, pour parler un peu boulot. C'est je vais me détendre, je vais penser à l'espace, je vais appeler une qualité et après, je vais m'ouvrir. Voilà. C'est ton chemin. Voilà, c'est mon chemin. Pour ramener ça, il faut savoir.